Do you want to be a fighter? RMC. There's only one Tyson Fury. Fighters Club. I'd like to take this chance to apologize to absolutely nobody. Alexandre Herbinet. I am the greatest. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue au 212e numéro du RMC Fighter Club. Un RMC Fighter Club qui remonte dans la cage cette semaine pour vous parler de la soirée de feu ce week-end au Madison Square Garden, UFC 295. Prochaska Pereira en main event, Aspinal Pavlovich en co-main event et cerise sur le gâteau pour nous les Français, Saint-Denis contre Frévola pour des combats qui sentent le feu. Avec moi pour en parler cette semaine, mon partenaire du Fighter Club, co-présentateur du podcast Au bord du ring, Monsieur Baba, bonjour. Salut Alex. Ça va, tout va bien ? Ouais, ça va et toi ? Écoute, grosse carte cette semaine, en fin de semaine. Je pense qu'on va se régaler devant cette UFC 295 et on va vous faire la preview de tout ça. On nous avait promis Stipe Miocic contre John Jones, Gaude des lourds contre Gaude tout court. Mais le champion a dû déclarer forfait sur blessure. Pas grave, le menu de l'UFC 295 ce week-end dans le mythique Madison Square Garden de New York reste ultra savoureux. Dans le combat principal, les moins de 93 kilos vont couronner leur nouveau roi avec le choc de la violence entre l'ancien champion Jiri Prochazka et l'ancien souverain de la catégorie inférieure, Alex Pereira. Dans le co-main event, les poids lourds vont connaître un champion intérimaire en l'absence de Jones avec un choc entre la machine à KO Pavlovich et le très complet Aspinal. Sans oublier le grand rendez-vous pour notre Benoît Saint-Denis national qui affronte Matt Frévola, son premier top 15 dans la dangereuse catégorie des moins de 70 kg. Le Madison Square Garden est une enceinte qui mérite la crème de la crème et l'UFC 295 ne va pas déroger à la règle. Showtime. L'UFC, c'est un show. Il y a une histoire à vendre, un personnage à faire vivre. L'UFC a monté la soirée la plus violente de l'année avec le gladiateur du MMA français Benoît Saint-Denis dans la plus grande salle du monde. Et enfin, le combat le plus violent de l'année pour le titre mondial des moins de 93 kilos. L'homme de pierre, Pereira, face à l'homme de glace, Prochazka. Alors regarde les missiles qui partent. Incroyable! UFC 295 à New York, dans la nuit de samedi à dimanche en direct sur RMC Sport 2. Et vous avez retrouvé la bande-annonce de cet événement donc qui sera à suivre sur RMC Sport. C'est ce week-end, vous l'avez entendu, RMC Sport 2. Il y aura une prise d'antenne assez tôt, 23h30. Il y aura des plateaux. Vous pourrez suivre aussi les préliminaires. Avant ça, il y aura d'ailleurs une soirée KSW avec Ramzan Jambiev, le retour de Ramzan Jambiev. Donc grosse soirée pour les amoureux de MMA ce samedi soir et dans la nuit de samedi à dimanche sur RMC Sport 2. Avant de rentrer dans le détail de tous ces combats, on vous propose aussi, n'hésitez pas à aller voir sur la chaîne YouTube d'RMC Sport. On a 2 films autour de cette UFC 295. Le premier qui s'appelle Impact et qui va pouvoir vous parler du main event Prochazka Pereira, on va en parler tout de suite, et un autre film, Le Jour de gloire, sur le combat de Benoît Saint-Denis contre Matt Frévola, 2 personnes liées à l'armée et aux militaires et qui s'affronteront le 11 novembre, jour de l'armistice, donc on était obligé de titrer ça Le Jour de gloire. Et on a un podcast aussi, Baba, qu'on avait enregistré la semaine dernière avec Daniel Warin, où on détaille un peu le striking de Benoît Saint-Denis, la construction de son striking, donc n'hésitez pas à aller consommer tous ces petits produits avant l'UFC 295. On va commencer par le main event, Baba, on le disait, Prochazka, Jiri Prochazka, l'ancien champion contre Alex Pereira. Avant de rentrer dans le détail du combat, question globale que j'avais envie de te poser, je le disais dans l'intro, on avait John Jones contre Stipe Miocic à la base. On se retrouve avec un nouveau main event et donc Pavlovich Aspinal qui remplace ce combat des poids lourds pour la ceinture intérimaire. Globalement, je vais pas te mentir, elle me plaît plus la carte en fait comme ça. Jones Miocic, j'en avais pas méga envie. Oui, c'est Gaude des lourds contre Gaude tout court, mais bon, ils sont un peu sur la fin, nos amis. Il y avait d'ailleurs cette rumeur que ce serait leur dernier combat à tous les deux, ce qui est encore possible pour l'an prochain quand Jones reviendra. Ça te plaît pas plus, Aspinal Pavlovich en fait, tu vois, que Jones Miocic comme ça sur le papier? Bah, en tout cas, en tant que suiveur de l'UFC, c'est plus plaisant de te dire que celui qui sera couronné champion, en tout cas intérimaire, c'est quelqu'un qui est encore là. Actif et qui va combattre pour plusieurs années encore, et ça relance un peu la caté des poids lourds, parce que Jones a récupéré la ceinture, mais bon, du coup il est déjà out, et on perd en star power, hein, on va pas se mentir, Jones, tu perds en star power. On repartait sinon sur une période encore avec des ceintures intérimaires, etc. Donc là on va avoir, je pense, qu'un champion assez légitime avec 2 combattants qui sont sur des très belles séries de victoires. Et puis on peut avoir le combat de stars, on peut l'avoir plus tard, même si c'est pour une ceinture. On a tous l'impression que c'est un peu plus symbolique. C'est un combat que les gens voulaient voir depuis longtemps. Il arrive assez tard, mais les gens vont. Enfin, on va l'avoir quand même normalement en 2024. Mais il y a une question de symbolique sur ce Jones Miocic. C'est plus une question de symbolique, et tu as l'impression que l'autre combat, si tu veux, c'est comme si Jones et Miocic, tu consacrais un champion émérite, comme vient de dire la WBC. Et tu avais le champion normal
qui va être couronné la semaine prochaine entre Champion Zidane et éméritus, Pablo. pour ceux que la Ouais. référence de Baba, c'est la WBC qui, quand un champion était champion mais combat pas depuis longtemps mais peut Exact. revenir, il a ce statut de Il a ce emeritus, champion Exactement. émérite, qui peut revenir et tout de suite avoir son combat pour le titre. Et oui, et puis tu sens que John Jones, il veut avoir Miocic sur son CV. C'est ça. Il veut Il lui Miocic manque. sur son CV. Miocic se dit, le seul combat qui, pour moi, fait sens par rapport à mon héritage, c'est Jones. C'est ça. Si je le gagne, c'est génial pour mon héritage. Si je le perds, ce serait presque logique que je perde Ouais. contre Jones. Enfin, tu vois, ça fait sens pour les deux de vouloir que celui-là, en fait. Donc, mais globalement, je suis assez content. Moi, ma carte, elle me va encore très très bien, même si on perd Ouais. ce combat sûr. qui était le plus combat de star, entre guillemets. Donc, Prochaska Pereira. On va commencer par ce nouveau main event, le Tchèque contre le Brésilien. En plus, quand je suis avec mon Baba pied-point donc pour parler de Poatan, Ouais. va y avoir du monde. Déjà, Baba, c'est dingue parce que toi, je sais que tu as suivi toute sa carrière en kick et au Glory notamment à Poatan. Ouais. Il commence à l'UFC au Madison Square Garden il y a 2 ans, Il y a 2 ans seulement. en novembre 2021. Depuis, il a battu Israël Adesanya pour le titre. Ouais. Il a perdu contre Israël Adesanya pour le titre, des moins de 84 kilos, les moyens. Il a battu Jan Blachowicz, l'ancien champion des moins de 93 kilos. Et il va combattre là, donc 2 ans plus tard, dans la même salle, pour la ceinture des moins de 93 kilos. Et il peut donc prendre sa 2e ceinture en 2 ans à l'UFC, après en avoir pris 2 au Glory. Elle est dingue. Alors, même si on sait qu'il a été accéléré par l'histoire avec Izzy, le parcours de Pereira en MMA, il est dingue pour le moment, Baba. Il est incroyable. C'est un parcours météorique. C'est ce que tu voudrais qu'il se passe quand tu as un combattant, quand tu as un champion dans son prime qui débarque dans un autre sport, dans le MMA en l'occurrence. Tu voudrais que ça aille plus vite. Tu veux pas qu'il passe par tout le top 10 de sa catégorie avant d'y aller. Tu te dis qu'il a accompli des choses qui lui donnent un statut et qui lui permettent derrière d'accéder rapidement à des combats importants. Maintenant, il faut le faire. C'est pas tout d'arriver à ces combats-là pour le titre. Il faut gagner. Il y a eu d'autres kickboxers qui sont venus et qui ont donné un combat important tout de suite et qui n'ont pas pu performer. Ouais, qui sont repartis, quoi. Ah Voilà, oui. hein. Izzy, il a dû passer par 5 victoires avant d'accéder à la ceinture. Donc c'est assez incroyable ce qu'il fait. C'est assez exceptionnel. Il est en train d'accrocher, en une carrière très courte dans le MMA, il est en train d'accrocher que des gros noms. En tout cas, s'il gagne ce week-end, ce sera un très gros nom. Dans les 2 ans, on rappelle qu'il a battu Strickland, qui est l'actuel, qui l'a mis KO au premier round, qui est l'actuel champion des moins de 84, qui a battu Adesanya. C'est ça, donc c'est vraiment des victoires, c'est des victoires intéressantes, c'est des victoires qui vieillissent bien. Et là, voilà, il est en position pour accomplir. Je sais pas si quelqu'un a accompli ça dans le MMA, de récupérer 2 ceintures dans 2 catégories différentes en 1 an. Aussi court aussi un délai aussi court. Depuis entre tes débuts à l'UFC et le moment où tu le ferais, donc 2 ans exactement. 2 ans à peine. Y a pas de, tu vois, je les ai à peu près en tête, les double champs, ça n'existe pas. Pour moi, ça n'existe pas, on est d'accord. Donc c'est exceptionnel ce qu'il fait. Et oui, il a battu quasiment que des champions. Quand tu reprends en fait sa liste, c'est dingue, mais parce qu'à l'UFC, il a quasiment battu que des champions. Enfin, des gens qui ont eu une ceinture à un moment. Il pourrait donc devenir, que tu le disais là, champion dans 2 catégories, pas en même temps, mais il aurait été champion dans 2 catégories à l'UFC. C'est-à-dire, j'en avais déjà parlé ici, je voulais ton avis là-dessus, mais il a le potentiel pour être champion dans 3 KT, Poatan. Ouais, c'est pas une folie de l'imaginer un jour monter en lourd et prendre une ceinture avec un profil de champion qui lui correspondrait en face. Voilà, avec ce qu'il faut, avec le combattant adéquat en face. Poatan, il est énorme. Pour middleweight, personne n'a jamais compris comment il arrivait. Il était déjà énorme en moyen, il est toujours énorme en moins de 93. Il est toujours énorme aussi dans la KT du dessus, et donc il pourrait très bien envisager, pourquoi pas, pour finir sa carrière, parce qu'il a quand même 35 ans, je pense, si je dis pas de bêtises, Poatan, de terminer, pourquoi pas, et d'essayer de challenger pour une 3e ceinture. Si l'adversaire en face, voilà, si ça peut être un striker en face, il aura toujours ses chances contre n'importe quel striker. De toute façon, Poatan a ses chances. 36 ans, j'ai vérifié en même temps. Oui, et puis pour le coup, ce serait totalement inédit. Là, on a un petit clin d'œil à notre Saladin Parnasse qui va tenter de faire 3 ceintures en même temps au KSW, mais à l'UFC, 3 ceintures de 3 catégories différentes, même si c'est pas en même temps, c'est quand même une folie. D'autant que c'est quand même un mec qui avait 2 ceintures au Glory. Baba. Il avait eu 2 ceintures. Rien que s'il prend la ceinture samedi, 2 ceintures au Glory, 2 ceintures à l'UFC, sa place dans l'histoire des sports de combat, elle est quand même bien cimentée, Baba. C'est très haut, c'est très haut. Après, on aime bien faire des classements pour bien sûr, ça nous amuse, ça. C'est des trucs de journalistes, tu connais. mais clairement, il aura pris 2 ceintures dans la première organisation de kick, de son époque en tout cas. Et ensuite, 2 ceintures, si jamais il arrive à le faire ce week-end, dans l'organisation de MMA de son époque. La plus grande de son époque. Donc, clairement, il aura fait quelque chose qui rentrera dans la légende et qui restera. Ouais. Toi qui as bien suivi sa carrière en kick, tu vois, moi je suivais plus de loin à ce moment-là qui était Poatan. T'as été surpris? T'es surpris que ça marche aussi bien pour lui en MMA? Oui. De tous ceux qui ont fait la transition du kick sur le MMA, c'est pas celui sur lequel j'aurais parié
pour récupérer des ceintures et Mmh. pour durer. Après, il faut prendre en compte le parcours, encore une fois, hein. Il a eu la chance d'arriver et d'avoir 2 victoires sur le champion. Donc forcément, on lui a donné un parcours différent des autres, de ceux qui sont arrivés du kick Ouais, il a qui été ont un peu plus accéléré. galéré. Mais encore une fois, il n'empêche il faut réaliser, il faut faire, il faut délivrer, il faut gagner. Donc non, je m'attendais pas à ça. On s'attendait tous à ce que s'il rencontre, quelqu'un qui est fort sur la lutte ou quoi, ce serait compliqué. Il a toujours cette puissance-là, évidemment, hein, Mmh. dans les points, il y a pas de problème là-dessus. C'est un excellent striker. Mais voilà, c'est pas c'est pas celui sur lequel on aurait parié pour faire ça, pour avoir le plus d'accomplissement, en tout cas. Alors, ta fin de réponse va me permettre d'ouvrir un peu sur ce combat. Prochaska Pereira, dont on parle. Prochaska, on rappelle, lui aussi, il a un parcours quand même incroyable, il a que 3 combats à l'UFC. Il a Oui, déjà été champion. Il c'est a ça. déjà été champion. Il est champion au 3e combat contre Glover Teixeira. C'était l'année dernière, dans un des combats de l'année. Ouais. Il s'impose en toute fin de 5e round, alors qu'il va perdre. Hein, il va perdre ce combat-là. C'est pas un gros lutteur, hein, Prochaska. Clairement, les phases au sol, c'est pas son truc. J'ai même l'impression, moi, pour le coup, que c'est pas un mec qui progresse, tu vois, dans ça. Il a son style, Bien sûr. voilà, il a son style, il sait très bien le faire et il l'utilise. On rappelle une histoire aussi très particulière, un ancien hooligan hein, qui faisait Ouais. des bagarres à 50 contre 50 en République tchèque. Enfin voilà, il a ça dans le sang un peu, la bagarre. La question classique, on a 2 gros strikers dont c'est la spécialité, qui sont connus pour, je disais, c'est le choc de la violence. Enfin, c'est le storytelling, Ouais. il le vend comme ça. C'est les 2 violents qui vont s'envoyer une guerre l'un contre l'autre. On peut avoir autre chose qu'une guerre en striking dans ce combat-là, selon toi, Baba? Non, je pense pas, parce que c'est pas ce que veut Prochaska. Hmm. Et c'est très compliqué de s'échapper du combat que Jiri veut. C'est compliqué. C'est quelqu'un qui est un peu foufou, hein, qui met beaucoup de Totalement. pression, très agressif, qui avance constamment. Très bon dans l'imprévisibilité du Voilà, combat et en aussi. plus, il est complètement atypique. Donc, il met la pression de façon un peu. T'as l'impression que c'est désordonné, alors qu'il sait très bien ce qu'il fait lui, hein. Il a de très belles armes hein, en striking, hein, des très bons genoux, sautés, surtout des coudes. Enfin, il a un coup de retourné assez incroyable et assez efficace. Donc, je vois pas comment le combat pourrait se dérouler autrement. Maintenant, ça va donner beaucoup d'opportunités à son adversaire, en termes de contre, en tout cas. Comment toi tu vois Pereira est le favori des bookmakers? Ouais. J'ai vérifié, favori pas large mais favori des bookmakers. Ça te paraît logique? Notamment, ce qu'on va le rappeler, je l'ai pas dit pour l'instant, Prochaska. Pourquoi il a abandonné sa ceinture? Il Ouais. est moins de 93 kilos, c'est qu'il s'est fait une grave blessure à l'épaule. Exact. Dana White avait dit la pire blessure à l'épaule qu'on ait jamais vue à l'UFC. Donc plusieurs mois d'absence. Il a donné la ceinture vacante qui a été gagnée par Jamal Hill, qu'il a lui-même mis vacante sur Ouais. blessure. C'est pour ça que la ceinture là se retrouve en jeu entre Prochaska et Pereira. Il y a quand même un doute sur est-ce qu'on revoit un Prochaska à 100%, tu vois, Ouais. quid de son épaule. Tu comprends Pereira favori? Ouais, je comprends parce que Prochaska revient, alors que Pereira, il a été très actif sur les 2 dernières années. Il a quand même pas mal combattu, il a le momentum avec lui. Il a pris un KO, mais il est revenu rapidement et il a battu l'ancien champion de la KT. Donc je peux comprendre qu'au niveau des bookmakers, on mette Poatan favori. Après, ce sera pas simple, évidemment, hein, de toute façon. Mais par rapport à l'état actuel des 2 combattants et ce qu'ils ont fait récemment, ouais, c'est logique que ce soit Poatan le favori. Ouais, je pense aussi. Poatan, petite anecdote sympa aussi pour le coup, tu vois, une nouvelle fois, son côté trajectoire météorite un peu dans la MMA, c'est le premier combattant de l'UFC qui aura eu 2 main events au Madison Square Garden. Ah bah tu vois. Depuis 2016 et les débuts au Garden avec Conor Alvarez, Ouais. c'est le premier, puisque l'année dernière, c'est le main event, c'était Adesanya Pereira. Encore une chose qu'on n'aurait pas pensé du tout, tu vois. Non, tu vois, donc c'est une dinguerie, mais Clairement, ce mec-là, en 2 ans, il explose un peu tout sur sa route. Ouais. Et il pourrait donc battre un 4e champion à l'UFC. Ouais. Strickland, Adesanya, Blachowicz, Prochaska. Il en aurait 4 à son palmarès en 2 ans. C'est quand même... C'est quand même une dinguerie. Il y a peut-être Jones qui est devant ça, mais il n'y en a pas beaucoup d'autres. Ouais. Tu le disais, là où ça devient intéressant, je suis d'accord avec toi dans ton début d'analyse. Jiri, on le vend comme la violence, le côté, je disais, imprévisible du combat et capable de te sortir ce coup de coude retourné qui met KO Reyes, notamment dans son 2e combat à l'UFC. Je pense que c'est beaucoup plus préparé, beaucoup plus technique que beaucoup veulent bien le laisser entendre. C'est une folie maîtrisée de la part de Jiri. Il maîtrise, il fait beaucoup de choses plus habilement et plus étudiées qu'on le pense dans son striking. Face à lui, il a
un striker d'élite, de haut niveau, qui était au Glory, qui sait très bien ce qu'il fait dans sa gestion de la distance, dans sa gestion de toutes ces phases de striking. Comment tu vois ça se dérouler, ce combat de striking, puisqu'on a dit on y va tout droit. Tu vois, comment tu vois les choses s'organiser quand ça va se rentrer dedans? Bah, c'est une lecture plutôt simple. C'est que, comme tu le dis bien, Jiri, il a un style de KO organisé. Tu vois, il va envoyer beaucoup de coups, il va miser sur le volume pour te sortir de ce que tu veux faire, pas te laisser respirer et vraiment te mettre la pression pour trouver une ouverture. Et c'est vraiment l'approche idéale contre Poatan. Les gens qui ont battu Poatan, c'est des gens qui ont été agressifs, c'est des gens qui ont avancé sur lui. Izzy, sur le deuxième combat, il avance beaucoup sur lui. Totalement. Il reste vraiment, il essaie de garder le centre de la cage. C'est à chaque fois qu'il recule, il se met en danger. Izzy contre lui, on l'a vu. Pour reprendre des combats en kickboxing à l'ancienne, et Kishenko qui l'avait battu, c'était vraiment en avançant sur lui constamment, en lui mettant la pression. Pareil pour d'autres mecs comme Jason Willis. Donc c'est vraiment. Donc je te suis, Jiri doit faire du Jiri. Jiri il a le style pour battre quelqu'un comme Alex, parce que Alex, faut pas lui laisser d'espace. Faut jamais lui laisser d'espace pour s'organiser, pour prendre le temps, pour mettre ses feintes, pour commencer à travailler en bas et remonter avec son crochet et ainsi de suite. Il travaille très bien quand il a de l'espace pour atteindre. Quand il a moins d'espace, quand il est obligé de reculer, il aime pas. Il boxe pas super bien en reculant, il a plus de mal, tu vois. Donc Jiri, en restant lui-même, c'est sa meilleure chance de gagner. Ceci dit, Jiri aussi, il a déjà été mis KO. Il a pris dans une autre organisation, certes, au Japon, au Rising. Mais voilà, il va falloir qu'il fasse attention à ça, parce qu'en face de lui, il a un combattant, il lui en suffit d'une seule. Bien sûr. Et c'est toujours très compliqué à approcher ce combat, de combattre quelqu'un où tu sais que sur un seul coup, c'est terminé. C'est le danger aussi pour Jiri, dans son côté imprévisible, même s'il est maîtrisé comme on en parle, Oui. c'est que si tu prends la mauvaise au mauvais moment, les lumières, elles sont éteintes. Exactement, et il a été éprouvé, hein, il a été touché dans ses combats à l'UFC, donc après c'est quelqu'un, encore une fois, qui est pas normal, qui a des capacités de récupération qui sont assez hors normes quand même. Mais en tout cas, il faudra qu'il fasse un peu plus attention. Je pense que, enfin, dans son camp, j'espère qu'ils l'auront préparé en étant un petit peu plus prudent dans ses approches, même s'il faut garder son style, être comme il est, être agressif, mais avoir une agression un peu plus calculée. Pour le type de bagarreur que c'est, entre guillemets, quand je dis bagarreur, ce chaos contrôlé dont tu parles, et pour un combat qui va sans doute ressembler à un bon combat de striking, il y a un vrai danger sur l'épaule. Enfin, tu vois, c'est quelque chose sur lequel il faut vraiment s'interroger, à se dire est-ce qu'il n'a pas des séquelles et est-ce qu'il est à 100% au niveau de l'utilisation de son épaule. Bien sûr, c'est un combattant très physique. C'est très athlétique, très physique, donc il a besoin d'avoir 100% de ses capacités pour pouvoir mettre en place ce qu'il veut faire, son game plan, etc. Donc c'est important pour lui, je pense, d'être à 100%. Je pense que pour sa confiance à lui, ça l'est. Pour sa préparation, pour ce qu'il veut faire dans la cage, il a besoin d'avoir toutes ses armes. Et donc ça va être intéressant à voir dès le départ l'approche, justement. On saura s'il est guéri à 100% et qu'il peut tout de suite commencer à envoyer du volume. On verra tout de suite s'il a confiance en son épaule ou pas du tout, ou s'il est forcé de faire un combat un peu plus à distance et un peu plus prudent. En tout cas, moi, j'aime bien aussi ce combat pour ce qu'on a dit sur Jiri, ce côté plus technique que beaucoup de gens le pensent. Et je pense qu'on peut voir cette facette de Jiri face à un Poatan, tu vois. Ouais. Avec un Jiri bien prêt qui va pas trop s'emballer parce qu'il sait qu'il a en face et qui arrive à plus maîtriser son striking, tu vois, dans ce côté moins fou, plus maîtrisé. Moi, ce que j'adore chez Jiri aussi, je trouve qu'il est très bon il télégraphie pas ses coups. Ouais, tu vois, tu sais pas d'où ça vient, tu sais pas d'où ça part, donc je pense que ça peut être aussi une bonne arme pour lui face à un Poatan, vu le niveau d'élite de striking de Poatan. Là, je voulais parler aussi, au-delà de l'aspect technique, de la mystique des deux. Parce que c'est vachement vendu dans storytelling, tu vois, le côté le samouraï Prochaska qui vit dans la forêt, qui va chercher son eau dans le puits, et puis Poatan, ce côté guerrier un peu qui cultive aussi, avec le côté l'arc et tout ça. Ça te plaît, ce côté-là, tu vois, ça renforce un peu le choc, tu trouves, ce côté? Ouais, bien sûr. T'as l'impression que c'est deux guerriers à l'ancienne qui viennent d'un autre temps, tu vois ce que je veux dire? Complètement, on dirait que c'est Hollywood qui est en train de faire un film, tu vois, sur le MMA, avec deux personnages complètement qui sortent de nulle part, tu vois. Et c'est super. Ils auraient pu être dans un Conan le barbare, tu vois, pour rattraper le parallèle ciné, tu vois. Comme tu as dit, Poatan, on le connaît depuis un certain temps maintenant. Il vient de là où il est. Il a tout son background, tout son héritage qu'il aime bien mettre en avant. Je trouve que c'est génial. Et Jiri, tu peux le qualifier de free thinker, tu peux le qualifier de ce que tu veux, mais c'est un mec qui est là, tu le vas voir dans la montagne en train de faire quelque chose d'un peu bizarre. Il fait des retraites spirituelles, on sait qu'il est seul souvent, donc il y a toutes ces deux personnages du MMA qui sont restés fidèles à eux-mêmes.
et qui sont arrivés au plus haut niveau malgré tout, tu vois? Qui se sont pas mis qui sont pas tous les 2. Il y en a aucun des 2 qui est dans une grosse team. Tu vois, Alex, il a rejoint Glover dans une petite ville américaine, très tranquille, tu vois? On est loin des super teams à Vegas ou à Los Angeles ou autre et puis Jiri, il est resté en Europe. Ouais, ça reste des mecs qui ont besoin de ça, tu as l'impression, Ouais, qui ont besoin ouais, c'est des d'avoir mecs qui leur ont pas, leur «cocon» entre guillemets, enfin leur exactement. façon de vivre, leur Que ce soit façon de que ce soit vivre. que ce soit le brésilien ou l'européen, la plupart des mecs, une fois qu'ils arrivent au très haut niveau, ils arrivent aux States. Ils vont aux States, ils vont dans une super team, ils restent là, tu vois? Il est parti aux States, Poatan, mais on est loin de l'extrême couture ou autre. Et comme tu le citais, parce que le sous-texte est quand même marrant dans ce combat, tu citais Glover Teixeira, l'ancien champion, donc qui avait été battu par Jiri Prochazka Ouais. et qui est aujourd'hui dans le coin Ouais. de Alex Pereira. Donc il y a un clin d'œil. Poatan dit qu'il vient pas pour venger, Ouais. que voilà, il veut pas le prendre comme ça ce combat-là. Forcément, quand même, Baba, il y a un petit truc en plus. Si tu Bien peux sûr. ramener la ceinture à ton, voilà, Bien sûr. à ton coach et venger un peu sa défaite, Bien sûr. ce sera toujours. En tant que team, en- de toute façon, quand tu reprends, quelqu'un, qui t'a déjà battu et bien sûr que tu veux faire plus, que tu veux venger la défaite, tu veux prouver quelque chose donc il y a ce petit truc-là en plus, ouais. On se fait un petit prono avant de passer à Spinal Pavlovich. Samedi soir, UFC 295, Madison Square Garden, le main event, Jiri Prochazka contre Alex Pereira, ceinture des moins de 93 en jeu. Qui gagne et comment, Baba? Je vais parier sur, Poatan à la décision. Poatan décision? Ouais. Eh ben écoute, j'avais Poatan aussi, mais j'avais Poatan KO. Donc les deux sont partis sur Pereira. Voilà. Est-ce que Prochazka nous aura fait mentir? On va voir. On le vérifiera dès ce week-end. On passe au co-main event, qui est le deuxième gros combat dont on veut parler dans cette preview, Baba. Ouais. C'est bien sûr ce Aspinal Pavlovich. Donc on vous l'a fait un peu en intro sur la question globale sur l'événement. On vous rappelle, John Jones, Miocic annulé, blessure de John Jones, plusieurs mois d'absence, blessure sur un muscle pectoral, Ouais. donc qui va lui coûter plusieurs mois d'absence. Cette ceinture intérimaire qui est mise en jeu entre Pavlovich et Thomas Spinal, le numéro 2 et numéro 4 du classement des challengers de cette catégorie. Le numéro 1, c'est Cyril Gane, mais on l'a expliqué ici pour beaucoup de raisons. Il n'était pas prioritaire sur la liste pour l'instant après deux title shots perdus contre Francis Ngannou et John Jones. Première question sur ce combat-là, Aspinal Pavlovich. On rappelle Pavlovich qui reste sur 6 KO au premier round. KO, ouais. Aspinal, ça finit aussi les combats très vite. Là, il s'était blessé pendant un an, mais il est revenu, il a fini Tibora très vite, comme il avait l'habitude de finir beaucoup de gens très vite. La question, elle est simple, Baba. Ça dépasse pas le premier round, cette histoire? En tout cas, ça va pas au bout. En tout cas, l'histoire récente des deux combattants nous fait croire ça, en tout cas, hein. Je vois pas le combat aller sur les 5 rounds. Maintenant, le premier round, je sais pas si ça terminera au premier round parce que les deux sont très très bons. Les deux sont bons offensivement, les deux sont bons défensivement. Donc, il va falloir. Ça va être explosif, mais premier round, il y a une forte probabilité. En tout cas. Je revérifie au même moment pour être sûr, mais on est bien d'accord, Thomas Spinal, il n'a jamais vu le troisième round dans sa carrière. C'est vraiment des combattants et Pavlovich, donc on le dit, il restait sur 6 victoires au premier round et il a vu même du 5 rounds au Fight Night Global à l'époque, mais voilà, c'est des gars où ça cogne et où ça va vite en règle générale. Le contexte aussi important, Pavlovich était le remplaçant officiel de Miocic Jones, donc il était en camp, il était en préparation pour au cas où s'il y avait un désistement d'un des deux, prendre le combat en dernière minute. Aspinal, lui, il explique qu'on l'a appelé à 4h du matin, on l'a raconté sur un papier dans le site, on l'a appelé à 4h du matin, on lui a dit, il y a Jones Cavrier, est-ce que tu es prêt pour Pavlovich dans 2 semaines? Allez, let's go, on y va. Ça n'empêche pas qu'il était à l'entraînement, il n'était pas en train de rien faire, Thomas Spinal, mais il n'était pas en camp spécifique. Là-dessus, ça va jouer, cette différence de prépa, selon toi? Moi, j'ai tendance à dire que pour un Aspinal, ça renforce le côté, peut-être qu'il n'a pas la caisse pour maintenir le combat sur la longueur et qu'il va falloir y aller fort au premier round pour essayer de terminer l'affaire le plus vite possible. Ouais, c'est possible. Après, ça peut en tout cas renforcer. Non, ça peut. Ce que ça va faire. Ça joue toujours. La différence de préparation, elle va toujours jouer. Si tu as eu toi que 2 semaines alors que l'adversaire s'entraînait, il est peut-être un peu plus avancé au niveau prépa physique. Maintenant, les deux ne se préparaient pas pour l'un pour l'autre. Donc ça, ils sont sur un pied d'égalité. Sur ça, il n'y a pas de problème. Et c'est toujours le cas. Quand tu prends un short notice, les deux combattants, sur ce plan-là, en tout cas, sur le plan tactique, on part sur la même chose. Après, ce qui est d'important avec Aspinal, c'est qu'il revient récemment. Il a eu une longue absence à cause de sa blessure. Et il est revenu, il a gagné son combat de reprise. Ce qui fait que, en vrai, quand tu reviens d'une blessure, comme tu as suivi un protocole, pour ta rééducation, puis ta réathlétisation, puis ta prépa physique, puis tu remets les gants, etc. En vérité, Aspinal, il est presque au plus haut qu'il pourrait être.
parce qu'il a suivi tout un protocole qui a culminé à son combat et à sa victoire. S'il n'a pas trop relâché après ça, Il est toujours à fond, normalement, ouais. il est plutôt bien. Normalement, il est plutôt bien parce qu'il a tout ce bénéfice-là, si tu veux. Donc, ça fait que c'est presque le meilleur moment pour lui, si tu veux, de prendre un short notice à ce moment-là, tu vois. Mmh. Ça, c'est plutôt pas mal. Ça le met en tout cas à un niveau de préparation qui est suffisant pour affronter ce genre de Exactement, challenge exactement. face à un Pavlovich qui lui avait combattu en avril. Hein. Ouais. En avril dernier, c'était ce combat contre Blades. Bon, on va rappeler un peu ces tendances. Je dis Pavlovich, voilà, c'est le nouvel épouvantail de la division. Il met tout le monde KO au premier Ouais. round sur ses 6 derniers combats. Aspinal, il est vu quand même comme un des plus complets de la division. Très bon sol. Ouais. Très bon sol, très bon jiu-jitsu, très bonne anglaise aussi. Hein. On a été sparring de Tyson Fury notamment. Enfin, c'est pas en anglaise, ça se défend quand même. C'est ça le sous-texte derrière ce combat, c'est de se dire est-ce que Aspinal réussit à mettre Pavlovich au sol? Et là, c'est l'enfer pour le Russe. Et est-ce que Aspinal réussit à tenir la dragée haute à Pavlovich debout? C'est les deux questions les plus importantes derrière ce fight, tu dirais, Baba? Ouais, en tout cas, si on veut simplifier au maximum l'approche du combat, ouais, de toute façon, Aspinal, il a une arme de plus qu'il peut utiliser pour pouvoir se simplifier le chemin vers la victoire. Euh, Ceci dit, et ça va peut-être dévoiler un petit peu la question de la fin en termes de pronostic, bah, Aspinal, il a plus d'armes en tout cas. Ouais, Il a plus c'est d'armes sûr. que Pavlovich pour gagner. Pavlovich, il est très puissant. Debout, ça fait très mal. Mais Aspinal, il est capable. Ouais, je pense qu'il est tout à fait capable. Des deux, de Pavlovich a déjouer. peut-être l'arme la plus létale, C'est ça. celle qui t'éteint le plus, Ouais. mais l'autre En a tout un cas, en début de arsenal combat. plus grand. Voilà. Ouais. En tout cas, en début de combat, Pavlovich, c'est pour ça que c'est du 50-50. Hein. Tous les combats sont du 50-50, évidemment. Mais sur cette opposition-là, en début de combat, le fait qu'il ait autant de puissance, Pavlovich, et qu'il soit capable maintenant, hein, ça fait 6 KO d'affilée, c'est quelque chose. C'est pas tout le monde qui Ouais, peut faire c'est ça. énorme. Ouais. Ça veut dire que maintenant, il a trouvé une vraie recette et il est capable tout de suite de développer cette puissance et de toucher son adversaire assez rapidement. Donc Aspinal doit vachement faire attention, surtout sur ce premier round en fait. À Il part, va devoir faire attention. Son approche à lui, elle est probablement plus sur la durée. Elle est plus sur la durée et de capitaliser sur un premier round où il saura éviter les pièges, éviter la puissance de Pavlovich et lui toucher parce Et- que ça commence debout. Hein. tu dirais éviter, en tout cas au moins sur ce premier round, éviter notamment faire plus du in and out, éviter le clinch, éviter tu vois toute situation où tu peux prendre la puissance de Pavlovich Ouais. pleine tête en fait. C'est ça, en tout cas, éviter au maximum de prolonger les échanges à l'intérieur où il sera plus en danger par rapport à quelqu'un qui tape aussi fort que ça. Le truc, c'est qu'il faut aussi qu'il fasse du dégât dans le premier round Aspinal. Donc il pourra pas se permettre non plus de fuir. De toute façon, je pense pas qu'il fera. Et il est suffisamment compétent debout pour pouvoir trouver ses ouvertures et pouvoir toucher et faire mal à Pavlovich. Et il peut très bien gagner par KO au premier round aussi. Hein. Il a Aussi. des très bonnes jambes, il attaque vraiment bien sous tous les angles. Donc c'est juste que vraiment, d'un point de vue tactique, il a plus d'options. Non, bien sûr, ce qui lui empêche pas aussi d'aller essayer d'utiliser ce in-out pour aller lutter, pour aller Ouais. essayer voilà, de mettre la principe de la lutte dans ce combat-là et puis gêner Pavlovich par rapport à lui son game plan. Ouais. Pavlovich, important à rappeler aussi, il perd son premier combat à l'UFC contre Alistair Overeem, Ground and Pound. Ouais. Parce que je pense qu'un des chemins dans le game plan d'Aspinal doit sûrement être de se dire si on arrive à le mettre au sol, là j'ai quand même, avec mes qualités moi Ouais. au sol, j'ai une grande possibilité de le terminer dans cette position-là. Pas forcément en Pas soumission forcément en d'ailleurs, soumission. possiblement en Pas- Grand and Pound. Pas forcément en soumission, mais en tout cas, et je pense qu'ils ont compris que si jamais le combat va au sol, il arrivera à se mettre en position favorable pour soit envoyer des coups, soit effectivement avancer ensuite pour la soumission. Mais clairement, si le combat va au sol, du côté de Pavlovich, on sait aussi qu'ils seront désavantagés, même s'il a beaucoup progressé dans ce domaine. Il est face à un combattant qui est meilleur que lui sur ce terrain-là. Et je le disais tout à l'heure, ça c'est important, mais à rappeler que donc un Pavlovich, au Fight Night Global, il a fait du 5 rounds. Il a été Ouais. champion de cette organisation. Il a fait des combats en 5 rounds. Ouais. Parce qu'il y a un peu la mystique, tous les mecs qui mettent KO au premier Ouais, round, ouais. de se dire, mais ils n'ont pas de cardio, et si ça dépasse les 5 premières minutes, ils sont mal. C'est quelqu'un qui a déjà su gérer Non, du il en 5 fait. rounds. Donc, Il en a fait, il saura. il a ça en lui. Il Ouais. a ça en lui, il saura le faire. C'est juste que je pense, en tout cas sur cette opposition-là, que son adversaire, il a plus de chances de gagner si le combat dure plus longtemps. Une question, je trouve importante par rapport à ce que peut faire notamment debout un Aspinal, c'est est-ce qu'il a vraiment récupéré son footwork, son jeu de jambes Aspinal? Parce qu'on avait parlé de cette grave blessure au genou qu'il avait récoltée contre Blades en 2022, l'été Ouais. 2022. Un an d'absence avant de revenir à Londres cet été contre Tibura. Et en fait, on ne le voit pas, son voit footwork pas. contre On l'a Tibura, pas vu. parce qu'il le finit très vite. Mhm. Donc, c'est une des questions qu'on peut avoir aussi. Avoir est-ce que tu vois, le Aspinal qu'on avait avant est toujours le même Aspinal au final? Ouais, et puis il en aura besoin, encore une fois. Il aura Mm. besoin de son footwork au début, il aura besoin de bouger, il aura besoin de pouvoir rentrer, ressortir ou de balader un petit peu son adversaire. Et c'est sa force hein, quand lui il est mobile et qu'il arrive ensuite à trouver des angles différents. Donc
C'est une grande question, bien sûr, c'est une grande question. On n'a pas assez vu, mais encore une fois, il a été au bout de son protocole, il a fait un combat qui a été victorieux, et donc il a pu ensuite consolider encore, s'il a pas, encore une fois, s'il a pas trop relâché. Mais ça m'a pas l'air d'être quelqu'un qui s'entraîne pas quand il a pas un combat. Donc, Non, ça a l'air sérieux, ouais. donc ouais, ça va être une question, mais on a eu une partie de la réponse contre Tibora et je pense que ça devrait aller de ce côté-là. Non, mais du côté, on peut faire confiance à papa Andy Aspinall, Ouais. qui on sait voilà, est un des maîtres du JJB en Angleterre, enfin Ouais. de ceux qui l'ont instauré là-bas le plus. Et je pense que ça s'entraîne pas mal, même entre les combats. Ouais, c'est clair. Du côté des Aspinall, ça, j'ai pas de souci. Un point sur l'anglaise aussi, parce que c'est intéressant, mais je le disais, Aspinall, même si on voit la machine à KO Pavlovich en face, Aspinall, il a un très bon niveau. Il a un Oui, très bon niveau excellent, debout, non, je c'est disais. ça. Il a servi de sparring, par exemple, à du Tyson Fury. Il a beaucoup moins d'allonge. Je pense que l'allonge peut être un problème. L'allonge de Pavlovich peut un peu le mettre en difficulté, Tom. Par contre, je le vois bien, enfin, tu vois, plus que ce que des gens disent, moi, je le vois possiblement pouvoir l'embêter debout. Bien sûr, ouais, Embêter Pavlovich. Parce que ça, moi je te dis, je pense Être vraiment dans ce que style qui l'embête, tu vois, voilà. un peu comme c'est pas exactement le même parallèle, mais un peu comme Cyril avait embêté Francis, tu vois, Bien sur sûr. leurs 2 premiers rounds. Je pense qu'il peut vraiment prendre l'avantage debout. Il a le niveau pour, encore une fois. Et il a déjà, bah, tu l'as dit, hein, tu l'as mentionné, il a été le sparring partner de Tyson Fury qui a une allonge monstrueuse. Donc c'est quelque chose qu'il connaît. C'est vrai. Quelque chose qu'il a l'habitude de gérer. Un peu plus que Pavlovich, Voilà. là, même pour le coup. Donc, a priori, en tout cas, il sait faire face à un adversaire qui est plus grand et qui a une meilleure allonge. Ouais. Oui, tout à fait. On se finit par le petit prono, Ouais. Baba. Co-main event, UFC 295, on rappelle, samedi soir, Madison Square Garden et sur RMC Sport 2. Thomas Aspinall, Sergei Pavlovich, ceinture intérimaire des poids lourds en jeu. Qui gagnait comment? Je vais dire Aspinall par TKO au 3e. Putain, on a les mêmes paris, c'est pas possible. J'ai Aspinall TKO aussi, mais j'ai au 2e. Ah, ok. TKO et Grand and Pound. Un peu, il lui refait ce que Overeem lui avait fait à Ouais, Pavlovich. moi, je le vois bien dominer debout et terminer. Ouais. Et Max pourra bien nous chambrer quand Pavlovich aura été un Aspinall au bout de 30 On secondes prendra samedi encore. soir au On Garden. sera là quand même. Bien entendu. Et on va donner un dernier petit pronostic. Saint-Denis contre Frévola. On a fait un épisode entier que vous pouvez retrouver avec Daniel Warin sur le combat. Saint-Denis-Frévola, ça donne quoi pour toi? Je vais dire Saint-Denis par décision, après une grosse guerre. Après une grosse guerre, Ouais. j'avais Saint-Denis par TKO, 3e round. Donc voilà, en tout cas, on est fidèle à nos pronostics On va voir parallèles, mon Baba. Découvrez donc, on vous rappelle, sur les chaînes YouTube, les comptes réseaux sociaux, le site internet. Vous avez plein de choses sur cette UFC 295. N'hésitez pas à aller picorer tout ça. Abonnez-vous sur toutes les plateformes pour rater aucun épisode. Abonnez-vous sur YouTube où vous retrouvez tous nos épisodes désormais également. Envoyez-nous de la force, des commentaires, des pouces bleus, des étoiles. Ça fait avancer le bousin. Merci Baba pour cette présence, pour cette preview de l'UFC 295. Et puis on se retrouvera, je pense, pour débriefer tout ça après l'événement. Merci à tous et à très vite pour un nouvel épisode du RMC Fighter Club. Salut. RMC Fighters Club.